Bonsoir, messieurs et dames. Merci d'être encore une fois des nôtres. Cette fois-ci, c'est pour le JDS, journal du dimanche au soir. Plusieurs actualités à aborder. Tout d'abord, celle du REDLAC, Réseau national de lutte anticorruption, qui organise ses 15e journées de lutte contre la corruption. Et au centre des débats, la question de bonne gouvernance et de transparence. Nous allons en parler, notamment avec un invité en la personne de Nakadabo. Autre sujet abordé dans ce JDS, Lionel Bilgo, qui revient dans une vidéo sur une question: quel président pour le Burkina Faso? Plusieurs thèmes sont abordés, leadership et les rêves notamment qu'il porte pour ce président et de ce qu'il devrait incarner. Le détail avec celui qui est l'auteur d'ailleurs de cette vidéo, il sera sur ce plateau, Lionel Bilgo. Et puis on va parler aussi sondage, notamment avec l'IRSOA, Institut de recherche et de sondage Apidon, qui a eu à donner ses chiffres pour ce qui est de cette présidentielle, des chiffres qui sont tombés pile poil on dira, tout comme en 2015. Comment cela se fait? Échange avec la directrice par intérim, directrice exécutive de Apidon. Et on va terminer avec Coris Bourse qui fête son 10e anniversaire. Nous allons revenir dans le détail sur les performances durant ces 10 années et comment est-ce que Coris Bourse est parvenu à atteindre ses résultats et ses chiffres. Élément de réponse avec Yacouba Sarré, qui est le directeur général de Coris Bourse, que nous allons recevoir dans ce JDS, journal du dimanche au soir. Merci et encore une fois, merci d'être avec nous. Le détail donc de cet élément, et puis n'oubliez pas que dans ce JDS, nous avons toujours cette actualité sportive que nous aborderons, et cela se fera avec Assami Touré, qui est notre spécialiste des questions sport. Ceci dit, on va commencer par le premier des reportages. Il concerne le 11 décembre. On se rappelle bien de la polémique qui a été levée, avec quelques éléments qui demandaient bien un report de ce 11 décembre, eu égard au retard relativement aux travaux. Nous allons aller à Banfoura, notamment avec notre reporter Koudougou, après évidemment la réception notamment des grandes œuvres, et aussi savoir ce que évidemment les habitants de Banfoura évidemment ont comme avis sur cette question, report ou pas. Sont-ils satisfaits des œuvres qui ont été faites? La réponse avec Joseph Koudougou. À quelques jours de la célébration du 60e anniversaire de la fête nationale du Burkina Faso, les préparatifs vont bon train dans la cité du paysan noir. La ville a fait peau neuve et les nouvelles réalisations en termes d'infrastructures donnent fière allure à la ville hôte de l'édition 2020. Un changement qui ne laisse pas indifférent la population de Banfoura. Vraiment, c'est bien fait. Nous nous réjouissons et nous sommes très contents. Si vous regardez la salle polyvalente, vous regardez la place de la nation, vous regardez le site du défilé et beaucoup plus d'autres encore, ainsi que nos roues, nos voies, tout est bien fait, nous sommes très contents. Donc ce sont des infrastructures, je dis, de bonne qualité. Ils ont eu le temps, puisqu'ils ont commencé en période des pluies, ils ont eu le temps quand même d'étudier, en tout cas qu'on appelle les zones où il y avait l'eau, les zones où ça pouvait venir ramasser le goudron. Ils ont eu le temps d'étudier. Donc je me dis que ce sont des infrastructures de qualité. Nous les habitants, on est satisfaits. C'est bien fait même. Si tu roules là même, tu sens même que c'est de la qualité. Je suis satisfaite de ce que je vois. Voilà, je pense que c'est des infrastructures de qualité. C'est vrai que je ne suis pas une technicienne, mais bon, je vois avec l'œil du profane. Il y a plusieurs voies qui ont été goudronnées et la commune avait vraiment besoin de ça. Il y a eu aussi des réalisations des bâtiments, voilà, la place de la nation et aussi il y a la cité. En tout cas, il y a eu des réalisations que je trouve vraiment bien. Un satisfait qui contraste avec la crainte exprimée quelques semaines plus tôt par certaines forces vives de la région des Cascades qui avaient d'ailleurs demandé le report des festivités. Vu puisque j'étais au secteur 5 comme ça, et le goudron qui mène du rond-point jusqu'à le truc là, c'est vraiment déplorable. Allons à Bounouna et je me dis qu'est-ce qu'on pourra vraiment ce qu'on attendait. Quand on dit une construction, ce n'est pas 2 jours, c'est pour des années. À l'heure du bilan, certains n'hésitent pas à féliciter le gouvernement pour avoir tout mis en œuvre pour que cette célébration se tienne à bonne date.
Oui, l'État a fait son boulot. Je félicite aujourd'hui l'État et tout l'ensemble du gouvernement. C'était même un défi pour l'État et un défi pour l'ensemble de la population burkinabé. Et c'est dans ce sens que moi je voudrais même louer ce qui s'est passé. Regardez pour les routes là, pour les informations que nous avons, les routes par exemple dans d'autres régions, on n'a pas fini les routes à temps. Mais ici on a fini les routes à temps et ça permet de réajuster un certain nombre de choses. Notons que selon le dernier bilan dressé par le comité d'organisation du 11 décembre 2020, le taux d'exécution des travaux de l'ensemble des infrastructures est estimé à 92%. Joseph Koudougou qui nous proposait donc ce reportage. J'ai deux invités déjà sur ce plateau avec moi pour décrypter toujours l'actualité et l'analyser. On a déjà une première, celle que nous a proposée Joseph Koudougou. Je vais déjà vous présenter le premier visage, en la personne de celui que vous connaissez pour animer les actualités politiques sur notre plateau. Bernard Bougouma, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Geoffroy, merci de me recevoir. Bonsoir madame, messieurs. Voilà. J'ai aussi M. Nakanabo du RENLAC, Réseau national de lutte anticorruption, qui est avec nous. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir Bernard. Bonsoir M. Nakanabo. On a déjà un premier reportage qu'on a suivi tout à l'heure. Bernard, réaction, puisqu'on avait déjà vu les premières, d'abord une pétition qui avait été lancée, et puis ceux qui disaient qu'il n'y avait pas un seul kilomètre de goudron, de bitume. Nous avons pu faire ce déplacement-là et on a eu la réception aussi de ces œuvres. C'était quoi le problème au fond quand on regarde? Vous parlez d'1 kilomètre. L'invité en question avait dit 1 mètre. Il s'agit de Mélégué Traoré, qui est l'initiateur de la pétition et qui avait demandé un report pour mieux organiser, pour que les infrastructures qui sont en chantier soient achevées. Et il avait effectivement dit qu'il n'y a même pas 1 mètre de goudron qui avait été déposé. Et pendant l'émission, j'ai même dit que je suis sur la page du ministère des Infrastructures et on dit qu'il y a un goudron qui est déjà fini, c'était le défilé, et il y a d'autres bitumes qui sont en train d'être réalisés. Et donc, il a dit que ce n'était pas vrai. Est-ce que nous sommes allés sur le terrain? Je ne pouvais pas dire oui parce que je n'étais pas allé. Je suis allé sur la page du ministère des Infrastructures, c'était le premier réflexe que j'ai eu, et qu'effectivement, il dit non, que c'est pas vrai. Bon, je ne savais pas si la photo, parce qu'il y avait une photo qui était là, si elle a été prise ailleurs ou pas, mais je ne sais pas. Ça vous a fait douter? Voilà, ça m'a fait, bon, pas douter, j'étais sûr de la véracité de l'information, mais il était lancé, il dit non, c'est pas vrai. Et il a également dit qu'il y a des problèmes d'eau, et ça c'est vrai quand il y a des travaux d'envergure, et même à Ouagadougou, dans certains quartiers où il y a des travaux d'aménagement sur la voie publique, la voie urbaine, il y a toujours des problèmes liés aux questions d'eau parce qu'il y a des tuyaux qui sont touchés, il y a des raccordements qui sont touchés. Bon, mais bon. Et quand c'est à grande échelle, naturellement, effectivement, ça touche aussi à grande échelle. Donc, parce que c'est un moment aussi de gros ouvrages, de grosses infrastructures qu'on dépose. Donc, ce qu'il a dit, c'est un débat de fond. C'est une problématique qui est juste, maintenant qui arrive aussi en retard, parce que les machines étaient lancées, ça a quelques mois, jours, si on veut compter ici, de l'événement. Donc c'est un son de cloche, mais qui arrive très très en retard, qui aurait pu venir un peu plus tôt et qui allait permettre aussi d'intégrer pour arranger au niveau des autres choses. Parce que la dernière région à recevoir, c'est le plateau central. Et c'est Zinaré, c'est en 2021. Donc nous sommes dans l'avant-dernière région. Donc l'heure est d'ailleurs au bilan. Est-ce qu'il faut encore retarder? Est-ce qu'il ne faut pas, quand on sait que dans d'autres localités, c'est après le 11 décembre que certaines infrastructures sont en train d'être réceptionnées. Gawa, il y a 2 ans, il y a des ouvrages qui vont être réceptionnés. Je ne parle pas des mangas ou à Garango. Il y a des ouvrages également qui n'avaient pas été réceptionnés, qui sont pratiquement en finition. Un reportage qui montre aussi des avis bien différents. Moi, je dois me retourner vers Nakanabo. Je sais que les questions qui vous intéressent, vous, c'est les questions de bonne gestion et donc de bonne gouvernance, de transparence et tout. Mais quand on regarde, c'est bien une initiative tournante. Depuis, on regarde fouiner dans beaucoup d'initiatives qu'il y a. Et là, c'est souvent de gros marchés qui sont passés. Vous avez commencé à fouiner dedans? Oui. À Tinkodogo, nous avons un projet qui nous a intéressés, les infrastructures routières à l'occasion donc du 11 décembre à Tinkodogo. Et je peux vous dire que même la semaine dernière, notre équipe encore était sur le terrain. Et nous savons que le contrôle, c'est vraiment très bien. Parce que ce que
nos équipes ont vu corriger sans avoir même eu le temps de dire un mot, c'est énorme. Donc ça nous convainc davantage qu'il faut le contrôle. C'est vraiment bien. Mais pour le moment, et c'est vrai que nous avions eu un premier rapport dans lequel on a donné les cas désagréables de routes qui ne sont pas balisées, qui occasionnent des accidents. Et on a même présenté une image assez emblématique d'un monsieur, quand il partait le matin, il n'y avait pas un fossé, à son retour le soir, il y a eu un fossé qui n'était pas balisé, et puis lui, il est rentré dedans. Heureusement, il n'y a pas eu grand-chose. D'accord. Ces véhicules cassés. Donc, en tout cas, nous prêtons une très grande attention à cela. Surtout que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'immobilisation lorsqu'on construit les cités. Mais après, ces cités-là, comme Kaya, Dédougou, Awaïguya, Akoudougou, c'est des déserts. Et bon, ça, c'est pas forcément la corruption, mais quand même, ça pose un problème de la bonne utilisation des maigres ressources financières du pays. D'accord. Bon, certainement, nous ne manquerons pas d'occasion pour revenir là-dessus. N'est-ce pas? Mais nous avez invité parce que vous avez choisi de parler de bonne gouvernance, cette fois-ci dans le secteur minier. Tout à fait. Et on sait que c'est un domaine qui est quand même très important pour le Burkina Faso, quand même principale source contributive à l'exploitation, avec 71% rien qu'en 2017. Mais ce que pense le RENLAC, c'est bien que mieux faire. Et nous avons un reportage qui retrace un peu tout cela, avec évidemment le boom que cela représente, le potentiel que cela représente, mais aussi les attentes que les Burkinabés partagent relativement à cette manne issue du secteur minier. Et puis évidemment, ce que l'on a eu récemment comme péripéties. Et c'est dans ce reportage. Selon la Chambre des mines du Burkina, le secteur minier burkinabé est, aujourd'hui, considéré comme l'un des plus dynamiques de l'Afrique de l'Ouest, voire du continent, en raison de ses performances au cours des 10 dernières années. L'or est, depuis 2009, le premier produit d'exportation du Burkina Faso, avec 12 mines d'or et une de zinc. La contribution directe au budget de l'État est significative. L'or a rapporté au budget de l'État en 2018 la somme de 266 milliards de francs CFA. Mais l'or brille-t-il pour tout le monde? Pour qu'il puisse servir directement au développement local, un fonds est mis sur pied. Le fonds institué par le Code minier de 2015 se compose de 1% du chiffre d'affaires des sociétés minières et de 20% des redevances proportionnelles payées à l'État par les mines. L'arbre pourtant ne doit pas cacher la forêt. En 2016, les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion des titres miniers et la responsabilité sociale des entreprises minières parvenaient à cette conclusion. 551 milliards 163 millions 803 556 francs CFA de manque à gagner pour l'économie et les populations, et cela sans compter le manque d'informations financières exhaustives de 2005 à 2010 et les manques à gagner non chiffrables. Le 12 avril 2019 se tient à Ouagadougou une rencontre du réseau national des maires des communes minières sur le fameux fonds minier de développement local. Les maires des communes expriment leur mécontentement. Il faut dire, c'est plus une question de mauvaise foi que toute autre chose. Il ne faut pas qu'on se leurre. Les miniers en 2015, comme le rapport de force ne leur était pas favorable, après discussion, ils ont accepté d'aller au fonds minier. C'est pour ça que le code minier a pu être adopté. Mais après, certains ont voulu reculer. La situation ayant changé, ils acceptent le principe d'alimenter ce fonds. Mais ils disent, ok, on va alimenter le fonds, mais on n'a pas confiance à l'État. Est-ce que lorsque nous reversons ces ressources-là, l'État va les reverser au niveau des collectivités? Là, nous leur disons simplement, nous avons confiance en notre État. Certains maires dénoncent le manque de fermeté de l'État. Il y a la volonté des miniers, certes, il y a la volonté aussi politique de notre gouvernement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la loi, elle est une loi burkinabé, ça veut dire que le gouvernement est le garant de cette loi-là. Et elle devait prendre toutes les mesures nécessaires afin que les miniers puissent payer ces fonds. La situation ne va guère évoluer. Selon les calculs de la Cour des comptes,
Le montant total liquidé pour les sociétés minières de 2017 à octobre 2019 s'élève à 29 milliards. Le montant payé est d'environ 2 milliards 837 millions de francs CFA. Les restes à recouvrer sont estimés à 27 milliards 117 millions de francs CFA. Selon les explications de la Cour, le recouvrement par la perception spécialisée du ministère des Mines auprès des sociétés minières s'est heurté à la réticence des sociétés minières. À cela s'ajoute le débat devenu judiciaire sur les 640 sacs contenant du charbon fin. Il a rajouté aux suspicions déjà partagées sur la gestion d'un secteur que la majeure partie des Burkinabés regardent de loin. Le réseau national de lutte anticorruption pose le débat sur la transparence et la redevabilité dans la gestion des ressources minières au Burkina Faso. Le thème est au cœur de la 15e édition de cette traditionnelle journée nationale du refus de la corruption, JNRC. On est donc les pieds dans le plat concernant ce qu'organise le REDLAC, Réseau national de lutte anticorruption. Et le sujet qui a été choisi, c'est bien celui des mines. On l'a vu tout à l'heure. C'est un véritable potentiel pour le Burkina Faso, donc beaucoup d'espoir. Et derrière, il y a ce que le Burkinabé, de façon logique, attend. C'est une claire redistribution, mais entre-temps, il faudra aussi qu'il y ait de la gouvernance transparente dans la gestion notamment de ce secteur-là. Pourquoi déjà vous le prenez comme sujet? On est dans une année électorale, on se disait, bon, vous avez dénoncé le fait que les partis politiques ont tous touché un peu à la fraude, mais après on vous sent directement sur le secteur des mines. Pourquoi? Oui, parce que le secteur des mines, c'est quand même un secteur stratégique. Et vous avez tout à l'heure entendu les acteurs. Le Burkina a connu un boom minier. Le Burkina est devenu officiellement un pays minier avec près de 17 ou 20, je ne sais plus, 18 mines. Et il paraît que, selon le ministre, il y en aura encore d'autres d'ici quelques années. Donc, potentiellement, et vous avez donné des chiffres de contribution donc de l'or, l'exploitation de l'or comme ressource au PIB. Donc, c'est important. Mais quand on regarde les populations riveraines et quand on regarde les conditions de vie du Burkinabé, on n'a pas l'impression que ces milliards-là restent un peu au Burkina. On a l'impression que tous les milliards s'en vont ailleurs. Et ce qui est forcément l'effet d'une gouvernance pas très saine. Et l'épisode du charbon fin nous en dit long. Donc nous avons trouvé que c'est vrai que même dans le classement pour l'état de la corruption là, ils ne sont pas classés parmi les plus corrompus. Tout ça c'est vrai. Mais quand on regarde ce qui sort du sol comme capacité financière et ce qui reste au Burkina, on a l'impression qu'on se fait voler notre or. Et c'est pas quelque chose qui se reconstruit. Si ça finit là, c'est fini. Mais quand on écoutait les maires tout à l'heure, oui, il y avait quand même un peu la mort dans l'âme à reconnaître qu'il y a un État qui est impuissant. Comment ça peut s'expliquer? Ce n'est pas seulement, je ne pense même pas que, parce que quand vous les écoutez bien, c'est pas que l'État est impuissant. On dirait même que l'État accompagne ceux qui font ça. Et on ne saurait savoir pourquoi. C'est pourquoi nous avons demandé la dernière fois dans une conférence de presse que nous demandons un peu de patriotisme à ceux qui gouvernent le pays pour que pour l'intérêt de quelques-uns seulement on ne sacrifie pas l'intérêt général. Pour que quelques-uns ne tirent pas les marrons du feu pendant que le Burkina perd. Parce qu'on pourrait faire en sorte que dans ce que le Burkina gagne, et aussi il gagne. C'est vraiment, c'est ça le droit. Nous avons parlé de complicité pour être vraiment modéré, mais sinon quand même, c'est notre pays et c'est notre or. Et si des gens viennent pour nous aider, il faut que ça soit vraiment aidé et qu'il ne faut pas que ça devienne comme une fourberie. Ils viennent et puis ils emportent notre or moyennant, j'allais dire, des pots de vin à quelques personnes. C'est pourquoi vraiment ce thème-là, nous voulons convier sur la table aussi bien ceux qui sont les acteurs, le ministère, la chambre des mines, les chercheurs aussi, tous ceux qui gravitent autour. Et nous avons même envoyé des délégations dans 2 mines, Yunga et puis Sapsé, pour discuter avec les populations, parce que nous pensons que c'est l'implication de ces populations-là dans ce secteur-là
qui va changer la donne. D'accord. Et c'est jusqu'au 10 décembre. Hein. Oui, et on a déjà fait quelques jours, mais cette semaine est très importante parce que les 8 et 9, nous avons un forum autour duquel des grands thèmes, des plus anodins aux plus complexes, vont être abordés. Ça sera au Sénasa et nous avons des éminents chercheurs qui vont aussi communiquer. La Chambre des mines sera de la partie, le ministère des mines sera de la partie. Nous avons aussi quelques universitaires, la société civile, les syndicats. Bon, nous aurons aussi quelques projections de films pour faire un peu de repos et puis de gaieté. Mais en tout cas, c'est 2 jours charnières pendant lesquels nous comptons en tout cas sortir même des résolutions qui vont permettre une meilleure organisation de la société civile pour permettre aux populations là de passer du stade de sujet à citoyen. Parce que si les populations ne sont au courant de rien, ne connaissent pas leurs droits, ne défendent pas ces droits, ne revendiquent rien, ils sont des sujets. Mais s'ils connaissent leurs droits, s'ils sont bien informés, grâce à l'action de la société civile et aussi des autorités, parce que nous comptons bien être accompagnés, parce qu'il y a un député de l'Assemblée qui sera sur une des tables et qui va développer tout ce que l'Assemblée a eu à faire dans ce secteur minier-là, et ce qu'ils attendent, et ce que nous aussi nous pouvons apporter comme contribution pour que les mines profitent avant tout au Burkinabé et que surtout les lois qui sont déjà édictées là soient respectées, parce que nos gouvernants sont dépositaires de ça. Si force doit rester à la loi, c'est quand même eux qui doivent travailler à cela. Et nous sommes prêts pour accompagner. Et donc il faut aussi éduquer notamment les citoyens pour qu'ils soient imprégnés de la question et sachent ce qui leur revient et puis comment le réclamer. Ça c'est très important. Merci bien M. Nakanabo. On va nous poursuivre sur rendez-vous qui est celui donc du dimanche désormais avec un autre élément que nous allons vous proposer et cela va nous permettre d'installer notre invité en la personne de Bilgo. Il s'était posé une question, quel président pour le Burkina Faso? Il met un certain nombre de valeurs à incarner. Il parle de leadership, il revient aussi sur le rêve qu'il y a et puis il demande un peu de folie pour ce qui est de ce président-là. Comment lui est venue cette idée de faire ce genre de portrait robot, mais aussi qu'est-ce qu'il y a mis à découvrir maintenant, et c'est en ce petit élément. Au Burkina Faso, un homme doté d'un leadership certain. Un homme capable de nous amener avec lui, de nous entraîner avec lui, de nous faire embrasser l'espoir, un homme capable de nous faire rêver grand. C'est ce qu'il faut au Burkina Faso comme président. Il faut aussi un homme parfois doté d'une petite touche de folie de mon point de vue. Car ce pays est dans une situation où, quelquefois, la qualité du programme seul ne suffit pas. Il faut l'homme qu'il faut pour porter ce programme. Et parfois, un homme qui a une vision certaine, au point qu'il refuse tout renoncement, qu'il refuse tout obstacle, qu'il accepte un sacrifice ultime. Il faut un homme qui n'a pas peur d'effriter son image, un homme qui n'a pas peur de garder une intégrité de notoriété, un homme qui a envie de travailler, envie de changer, envie de transformer. Et ça, en fait, j'allais dire tout simplement qu'il faut au Burkina Faso un boulanger. Un boulanger à doter d'une force, capable de pétrir la pâte, de lui donner du caractère, afin que ce pays puisse se transformer. Nous avons en nous les ADN d'un peuple de combattants. C'est connu partout dans le monde entier. Certains nous l'ont inculqué, nous l'avons rêvé. Nous avons rêvé d'un Burkina grand. Nous avons fait différemment et nous avons fait rêver le monde entier. Nous pouvons encore le faire. Ce qui veut dire que je rêve d'une période post-électorale de paix, d'une période post-électorale de prise de conscience, d'une période post-électorale de travail, d'acharnement, pour créer enfin ce qui nous manque, l'étincelle de la communion, l'étincelle de la communauté, l'étincelle du désir de nouveau, de changement, de transformation. Et c'est collectivement que nous devons y parvenir. Une belle vidéo qui a été regardée par de milliers de Burkinabés et même d'autres nationalités. On est avec Lionel Bilgo qui a initié cela et c'était un premier essai. Quand on regarde, ça se laisse regarder, ça c'est clair. Mais comment vous vient l'idée?
Non, en fait, en réalité, j'ai regardé toute la campagne électorale et je me suis dit que c'est notre campagne. En gros, en fait, ce n'est pas la campagne de ceux et celles qui vont à la conquête du siège, du Saint Graal, mais c'est aussi la campagne de tous les Burkinabés et que chaque Burkinabé avait son mot à dire. Ce n'est pas que dans l'urne, dans l'enveloppe. Et chacun pouvait prendre la parole comme il voulait. Et moi, j'ai décidé de prendre cette parole-là de cette manière-là. D'accord. Bernard, on va faire un petit jeu. Moi, je vous dis, dedans ce qui m'a marqué, vous dites aussi un autre qui vous a marqué, il s'expliquera là-dessus. Vous vouliez un président Boulanger. Oui, un président Boulanger parce que moi je pense en tout cas qu'on a l'habitude de penser qu'on a un problème de dirigeants. Mais parfois aussi, on a un problème de population. On a un problème aussi de société. Et donc, on aurait eu le meilleur dirigeant possible. Tant qu'il n'y aura pas un peu d'eau dans cette pâte sociétale, ce sera difficile en fait de modeler cette pâte-là. Donc du coup, moi je pense qu'il faut quelqu'un qui a de la force, quelqu'un qui a de l'envie, de l'énergie et qui sait que ce qu'il est en train de modeler, cette pâte-là, va donner du bon pain. C'est l'idée du boulanger, c'est qu'il est en train de suer, de travailler autour d'une pâte pour le bonheur de ceux qui consommeront ce pain-là. Et il sera fier lorsqu'il leur sortira du four, en fait, ce pain-là, qui prendra corps et il se dira « je n'ai pas travaillé pour rien ». Bernard? Moi, c'est l'aspect folie. Il faudrait également un peu de folie dans cette affaire-là. Il faudrait également une explication là-dessus. Non, un peu de folie parce que parfois, gouverner, c'est aussi sortir des sentiers battus. Parfois, la réponse n'est pas dans la carrure présidentielle ou dans le chemin tracé par le protocole. Parfois, la réponse est souvent à côté. Et on a déjà eu des présidents qui ont eu une dose de folie. Sankara, qui va prendre l'avion de Kadhafi qui vient bloquer, ou qui dit aux plus riches, nous on ne paiera pas la dette parce que si on la paye, si on la paye pas, vous ne mourrez pas, mais si on la paye, nous on risque de mourir. C'est une dose de folie dans son discours, mais aussi suivi de la pratique. Donc il nous faut aussi, je pense en tout cas, un homme capable de folie, capable de discrétion, capable de sortir des sentiers battus pour nous inviter, pour nous amener avec lui dans cette folie-là. Mais est-ce que votre portrait Lobos, finalement, ce n'est pas une idée, c'est pas idéaliste? Est-ce que ce n'est pas une vue de l'esprit, ce portrait Lobos? Est-ce qu'on peut le trouver? Non, vous savez, c'est comme un peu à la fin de chaque année, quand on prend les résolutions pour l'année qui vient. On dessine en fait le modèle, le nouveau Bernard Bougma comme le nouveau Beaujolais. On voudrait que ce soit piquant, relevé, une bonne prise en bouche, etc. Et vous dessinez en fait celui que vous voulez l'année prochaine. Mais ça ne veut pas dire que vous allez l'être. Mais une fois que vous mettez les mots sur ce que vous voulez être, au moins ça vous donne une gouverne pour savoir en fait comment vous voulez l'être. Ça c'est moi mon rêve de l'homme qui va prendre les rênes de ce pays. Mais je sais qu'il ne suffit pas en fait d'un seul homme. Il faut une bonne équipe derrière. Il faut aussi une population qui adhère dans ce schéma-là, dans ce contrat social. Une dernière question, Geoffroy. Est-ce qu'en dessinant ce tome, vous avez pensé à vous-même? Non, pas du tout. Moi, j'ai pensé surtout, parce que d'abord, je n'étais pas candidat pour être président. Et ensuite, quand on fait le vœu d'un homme qui a tel ou tel critère, on espère que même celui qui ne l'a pas, quand il prendra le pouvoir, il vous entendra et il essaiera de prendre un peu de ce que vous avez dit. Et moi, ma voix, en fait, elle est toute petite dans les millions et les millions de voix des Burkinabés. Moi, j'ai eu ce canal-là pour communiquer. Je suis certain qu'il y a des gens autour de celui qui est président ou de ceux qui veulent être président qui leur disent, voilà, faites ci, faites ça. D'accord, mais moi j'aurais aussi une question là-dessus. Vous avez parlé de boulanger, vous êtes allé sur des chantiers sur lesquels certains n'osent pas s'aventurer. Vous avez parlé de l'ethnie, de ce Burkina pluriel qui est en réalité une richesse. Et puis à un moment donné, vous revenez sur la question des mentalités qu'il faille changer. Vous pensez que le Burkinabé aujourd'hui, ce n'est pas forcément le porteur robot qu'on veut pour un Burkina meilleur, qu'il faille travailler sur soi-même? Et quel travail? Non, moi je pense d'abord qu'il faut se dire que le changement, ce n'est pas l'autre, forcément. Parce qu'on a l'art de dire, nos dirigeants sont corrompus, nos dirigeants sont ci, nos dirigeants sont ça. Je prends juste deux exemples, très rapidement. On a vu parfois des fils d'eux être nommés au poste de responsabilité dans les mines, etc. Et il y en a qui s'offusquaient. Moi, j'ai un cousin qui m'a appelé un jour pour dire qu'il était en colère par rapport au fils de telle personne qui a été. Et je lui ai dit, tais-toi, toi tu es très mal placé pour penser comme ça. Parce que même toi, pour entrer dans la police, non, il n'est pas fils d'eux. On sait ce que ton père a fait pour que tu arrives. Et donc, parfois, on a l'impression qu'il n'y a que les autres, en fait, qui doivent se comporter
comme ça et pas nous. Nous, on a un problème d'ensemble dans notre société. Il faut qu'on accepte en fait que les règles qui sont édictées pour la société appartiennent et aux plus riches et aux plus pauvres. Il n'y a pas un comportement pour les plus riches et un comportement pour les plus pauvres. Il y a un comportement pour tous les Burkinabés. L'équité dans le savoir-vivre et le savoir-être burkinabé. Et ça, c'est très important pour moi. C'est pour ça que je dis que le changement, ce n'est pas forcément nos gouvernants, mais c'est aussi nous-mêmes en tant que société, y compris sur les réseaux sociaux, l'incivisme dans la circulation, etc. Il y a tout ça. Et dans la fonction publique, il y en a qui travaillent comme des fous dans la fonction publique et qui sont à récompenser. Mais il y a d'autres aussi qui viennent se tourner les pouces, qui viennent vendre des bases, ou qui finissent avant l'heure, ou qui vont laisser le travail pour aller faire une course, etc. Tous ces changements-là, c'est tout ça qui forme une société. Il n'y a pas qu'on va exiger du président ou du ministre d'être raide comme du fer, et pendant ce temps, le reste de la masse, en fait, peut faire ce qu'elle veut. Non, c'est un changement collectif. Et dernière question, Bilbou. Vous dites, ce qui est intéressant, c'est un programme, mais encore plus, avoir celui-là, l'homme qui peut porter ce programme-là. Bon, les Burkinabés, ils ont fait leur choix relativement aux différents programmes qu'on leur a apportés sur la place publique et pour lesquels certains politiques ont apporté toutes les ruelles qu'on a de Ouagadougou, des autres villes, aller dans les hameaux, et puis on a choisi un programme. Et il y a quelqu'un qui doit piloter ce programme, c'est bien Roch Kaboré, puisque c'est de son programme qu'il s'agit. C'est l'homme qu'il faut pour ce programme-là, c'est le programme qu'il faut d'abord pour les Burkinabés ou pour vous, c'est quelqu'un qui doit transcender au regard du fait qu'il a déjà fait 5 ans et que vous l'ayez observé. D'abord, dire que ce n'est pas l'homme qu'il faut, c'est insulter l'intelligence des Burkinabés qui ont voté majoritairement pour cet homme-là. Et ensuite, dire que ce n'est pas le programme, moi j'ai lu le programme, je pense que c'est un programme qui tient la route, c'est un très bon programme. Maintenant, il faut savoir que les programmes, en fait, dans un quinquennat, subissent la météo du quinquennat. Ça veut dire que parfois on n'arrive pas à mettre en œuvre certains plans de programme, pas par mauvaise volonté, mais surtout à cause de la météo de ce quinquennat-là. Mais je crois très sincèrement que une fois que ce choix a été fait, espérons que effectivement ce deuxième mandat qui a été offert par une grande majorité des Burkinabés au président Roch Marc-Christian Kaboré sera le mandat de l'espoir qui renaît, le mandat de la réconciliation. Et quand vous avez écouté son discours de campagne, en tout cas, il semble être sur un bon pied pour rassembler autour de lui et créer une dynamique en fait d'espérance pour l'ensemble des Burkinabés. Maintenant, est-ce que c'est l'homme qu'il faut ou c'est pas l'homme qu'il faut? Les Burkinabés ont décidé que c'était à lui qu'il revenait la tâche de conduire la nation pour 5 années. C'est au Burkinabé de l'accompagner, de lui porter dans les prières, mais aussi d'élever la voix. Et nous serons toujours là, en tout cas, pour dire quand ça va, c'est bien, et quand ça va pas, on le dira. Comme on l'a fait durant le mandat précédent. Ok, Bilgo, vous restez avec nous. On va partager une autre actualité. C'est bien le point de presse d'hier. C'était sur le dossier Norbert Zongo. Le dossier est suffisamment avancé. C'est en tout cas ce qu'a partagé le procureur Aruna Yoda, qui était face aux hommes de médias. Il est revenu donc avec un point sur ses 22 ans, donc 22 ans après. Et voilà le point qui est fait. Le 13 décembre 1998, l'inoubliable date d'anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et ses 3 compagnons sur l'axe Ouagadougou-Léo. 22 ans après, leurs assassinats ne sont toujours pas élucidés. Face aux journalistes, le procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Ouagadougou, Aruna Yoda, fait le point du dossier judiciaire de l'assassinat du journaliste et ses compagnons. Le dossier a connu plusieurs années d'attente et c'est en 2014, après l'insurrection populaire, que le dossier reprend son cours. Il faut dire que le 16 décembre 2014, les avocats des ayants droit de Norbert Zongo et de ses compagnons adressaient au procureur du Faso de Ouagadougou une requête aux fins de réouverture d'informations. 7 avril 2015, après donc différents actes de procédure, depuis la chancellerie, le ministère de la Justice jusqu'au procureur général, en passant par le procureur du Faso, cela aboutit le 7 avril 2015 à la réouverture de l'information par une ordonnance rendue par le juge d'instruction en charge du cabinet numéro 4 du TGI de Ouagadougou. Le 4 décembre 2017, le procureur général près la Cour d'appel de Paris notifiait donc la demande à la Cour et cette demande est renvoyée à l'examen de la cause le 13 décembre 2017. Courant mars 2020,
donc le gouvernement français autorisait donc l'extradition de François Compaoré au Burkina Faso. La décision étant une décision d'une autorité administrative française, naturellement, il nous est revenu que les avocats de François Compaoré ont décidé d'attaquer cette décision devant le Conseil d'État donc, de la France et on en est à ce niveau. Face aux nombreuses préoccupations des hommes des médias, le procureur du Faso Haruna Yoda s'est abstenu de répondre à certaines questions par obligation, dit-il, de réserve. Le procureur du Faso a rappelé que la procédure judiciaire, notamment celle pénale, n'est pas un long fleuve tranquille. La procédure judiciaire est ce qu'elle est. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est aussi le jeu du droit à la défense. Nous avons un avocat illustre dans cette pièce qui est Maître Alidou Ouedraogo qui ne dira pas le contraire. Vous n'allez pas empêcher à quelqu'un qui est en face de lui, n'est-ce pas, toute la machine judiciaire d'exercer son droit et d'utiliser tout ce que la loi offre comme moyen pour se défendre. Et c'est légal et nous sommes des serviteurs de la loi en tant que magistrat, en tant que procureur. Tout l'appareil judiciaire, c'est un appareil qui applique la loi pénale, parlant donc de l'aspect pénal. Et pour tout le reste aussi, ce n'est que l'expression d'une machine qui met en exécution, n'est-ce pas, la loi dans sa lettre et dans son esprit. Du reste, il affirme cependant que le dossier a connu beaucoup d'avancées ces dernières années. Et le dernier mot revient donc au Conseil d'État français qui doit consentir l'extradition du premier inculpé, François Compaoré, pour la suite de la procédure judiciaire. Un retour sur ce plateau et c'est Inoussa Ouedraogo qui vient de nous rejoindre, journaliste à Bendré. Bonjour Inoussa, merci d'être là. Bonjour, merci. C'est une actualité qui cristallise notre attention chaque année. Hein. Et hier, on a vu encore les médias qui étaient toujours avec, bon, c'est les mêmes questions. Qu'est-ce que ça fait quand on regarde cela chaque fois, chaque année? On a l'impression que ça n'avance pas. Oui, on peut avoir l'impression que ça n'avance pas, mais au regard de l'exposé que le procureur a fait, je pense que quand même il y a des petits pas qui sont faits, même si évidemment 22 ans ça peut paraître long et c'est très long, surtout pour les familles qui attendent et surtout pour les journalistes et tous les acteurs qui sont épris de justice, qui veulent savoir ce qui s'est passé le 13 décembre 1998. Ça paraît long, mais bon, la justice aussi a son temps et nous espérons vraiment que ça aboutisse le plus rapidement possible. Mais ce qu'il faut saluer, c'est surtout l'évolution dans la vision aussi de ce dossier-là, parce que c'est inédit et c'est même historique que le procureur du Faso se déplace au centre de presse Norbert Zongo pour expliquer aux journalistes et tous les acteurs qui luttent pour qu'il y ait justice, répondre à toutes les questions, même si bien entendu il y a certaines questions qui sont restées en suspens, notamment la question de savoir si évidemment on pouvait juger par contumace François Compaoré, surtout qu'on a vu que cela a été fait dans d'autres dossiers, notamment le dossier du putsch. La réponse n'a pas été claire, mais évidemment c'est le souhait des uns et des autres en ce moment, que même si François Compaoré, qui est accusé dans ce dossier, n'est pas extradé comme on le souhaite, qu'au moins on puisse avoir un début de justice dans ce dossier-là. Bilgo, réaction aussi là-dessus. Est-ce qu'on n'a pas un genre d'obsession à forcément voir les personnes soupçonnées au pays des hommes internes et de répondre? Oui, on a cette obsession-là, mais aussi, et moi j'apprécie ce que le procureur a dit à la fin, hein, il faut quand même respecter le droit de la défense aussi. Il ne faut pas qu'on ait condamné des gens avant que la justice ne les ait condamnés. Donc ils ont le droit de se défendre et la machine judiciaire peut prendre tout le temps. Mais il me semble que sur ce dossier-là, effectivement, c'est un dossier qui est assez poignant et qui touche quand même au plus profond de leur âme l'ensemble des Burkinabés et qui mérite en fait qu'on avance sereinement et sérieusement pour un dénouement rapide. Pourquoi je dis ça? Parce que on se souvient que la justice, ils ont les moyens aussi de se déporter pour aller entendre la personne là où elle est. Il y a aussi la collaboration entre différents pays en termes de coopération judiciaire qui pourrait permettre aussi qu'on puisse l'entendre par ailleurs sans pour autant l'amener, si tant est que c'est compliqué en fait que cette personne revienne au Burkina Faso. Et puis en dehors de ça, il ne faut pas obstruer ou omnibuler d'autres pistes. Il faut continuer la recherche de la vérité par tous les moyens et par tout endroit où c'est possible. Et moi je termine avec un dernier point. Si le dossier a piétiné jusque-là, il nous a parlé de 22 ans, c'est vraiment 22 ans. Ça veut dire qu'il y a eu des juges ou des personnes de la justice ripoux
qui ont permis de retarder, de machiner, qui ont bloqué parfois la machine. Ces personnes-là aussi, moi je pense qu'ils méritent aussi d'être entendus pour donner quand même toute la clarté, toute la vérité. Celui qui a fait assassiner Norbert Zongo, c'est un assassin. Celui qui a refusé que l'on condamne l'assassin, pour moi aussi c'est un assassin. C'est-à-dire qu'on a tué cet homme-là 2 fois, par le déni de lui rendre justice et par le fait de l'avoir assassiné. Et ça c'est très grave. Nous vous recevons, Moussa, pour parler sondage, parce qu'en 2015, Bendré, avec un économiste statisticien, avait initié un sondage, c'était très intéressant. On a pu avoir des chiffres. Cette année, c'est celui Apidon que nous avons pu partager. Nous avons d'ailleurs pu rendre visite à Apidon pour voir comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres, quel travail donc est abattu, et c'est dans cet élément. L'enquête réalisée du 8 au 10 novembre dernier par l'Institut Apidon consacre Roch-Marc Christian Kaboré, vainqueur des élections du 22 novembre, avec 57,11%, suivi de Edi Komboyogo, 11,87%, et de Zéphirin Diabré avec 10,74%. Un sondage qui s'est avéré très proche de la réalité, comme c'était le cas à l'élection de 2015. Là, 34% sont d'accord, 22% sont tout à fait d'accord que le parti est crédible et fiable. Et donc quand on prend 34 plus 22, on est déjà à peu près 56%. Si on prend ces 5% sont tout à fait d'accord. Et voilà, donc ça fait à peu près 40%. Donc là, c'est même un peu plus que l'UPC. C'est pour ça que je disais déjà l'analyse même de ces données-là par rapport aux partis politiques. Ça donne déjà une idée de vers où vont aller les votes. Et selon les responsables de l'Institut, cet exploit est dû à la rigueur et à l'indépendance de leur travail sur le terrain. Comme c'est dans le domaine de la politique, nous allons essayer d'avoir un ciblage précis parce que, par exemple, tout le monde ne vote pas. Ça, c'est déjà un élément qu'il faut prendre en compte. Parmi tous ceux qui peuvent voter, tout le monde n'a pas de carte d'électeur. Parmi ceux qui ont les cartes d'électeur, tout le monde ne va pas forcément aller voter. Donc, tout ça, ce sont des éléments qu'on prend en compte au moment de la méthodologie et surtout au moment donc, de la collecte des données. Et c'est tout ça qui va faire qu'à la fin, on peut avoir un résultat très proche des résultats de la CENI. Au départ, l'Institut a fait l'objet de critiques acerbes de la part des populations, mais aussi de certains acteurs politiques qui remettaient en cause les résultats de ces sondages d'opinion. Loin de se décourager, les responsables de l'Institut espèrent qu'au fil du temps, les Burkinabés auront confiance aux structures d'enquête et aux résultats de sondages. Et quand on a fini l'enquête, qu'on a vu les résultats, on a dit mais attends, est-ce que c'est vrai ça? Donc même si nous on a douté de nos chiffres à un moment donné, tellement c'était en déphasage avec nos croyances, on peut comprendre aussi que chez l'autre ça puisse provoquer la même réaction. Après nous espérons juste que ces politiques-là puissent en toute humilité également reconnaître que nous avons fait un travail indépendant, un travail propre j'ai envie de dire, et que on n'a pas de parti pris, on n'a pas fait ça pour pénaliser quelqu'un, non, nous avons juste interrogé les chiffres entre griffes et c'est le résultat qui est là. Nous espérons que tout le monde va entrer dedans et comprendra dans les années à venir, les échéances à venir, qu'il faut compter avec la statistique, qu'il faut compter avec ce genre de prévision. Ça aide beaucoup, ça aide énormément donc pour anticiper certaines choses. Le cabinet d'Apidon Academy of Science, qui est la maison mère de l'Institut Apidon chargé de l'enquête, existe depuis 2007. L'Institut œuvre essentiellement dans le domaine de la statistique et de la gestion. Son objectif est de faire des sondages utiles afin de guider les actions en faveur des populations. Au-delà du Burkina Faso, l'Institut fait également des enquêtes dans d'autres pays comme le Niger et la Guinée. En plus donc de Moussa Ouedraogo, nous recevons maintenant Madame Bonzi Yvette, épouse Yoni. On vous a vu tout à l'heure en image, puisque vous êtes la directrice exécutive par intérim de l'IRSOA, entendez Institut de recherche et de sondage Apidon, pour que les uns et les autres, ceux qui nous regardent, se fassent une bonne idée des choses. En 2015, vous dites, le président Roch Kaboré s'en sortira avec combien de voix? Avec 53,48% des voix. Et au finish, il obtient 53,49.
Donc c'est juste 0, on a envie de dire 1. Un point. Bon, en gros. Et puis en 2020, vous dites, il s'en sortira avec combien? 57,61. Et il s'en sort avec 57,87 si ma mémoire est bonne. Derrière, c'est un travail scientifique. Oui. Derrière, c'est un gros boulot. Moi, j'ai pu suivre en 2015 Apidon pour voir un peu comment est-ce que vous travaillez, quelle est votre méthode. J'ai pu suivre aussi Bendré, qu'il faisait avec un économiste statisticien. Je vois que derrière, c'est pas de la courrie qu'on jette ou bien dans une boule de cristal qu'on regarde. Comment, et expliquer ça peut-être rapidement à nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent, comment ça se fait ce boulot-là, pourquoi on en arrive à trouver des chiffres à quelques points près comme ça, alors que ça dépasse l'entendement de tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Vaha. Merci également à Bendré qui est là. Je pense qu'en 2015, nous avons effectivement fait ces sondages. Là, Bendré aussi a fait des sondages. Ce qu'il faut dire, c'est tout part de la méthode, la méthodologie. La méthodologie, c'est un point essentiel. Quand on dit qu'on veut connaître les opinions d'une population donnée, c'est-à-dire au niveau national, il faut que la méthodologie aille dans ce sens-là pour effectivement sonder les gens au niveau national. Si on décide de sonder peut-être les Ouagalais ou les Bopolais, c'est-à-dire ceux qui sont dans les centres urbains, on va tenir compte du milieu urbain uniquement pour sonder. Mais quand on décide de sonder toute la population burkinabé, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte aussi également du milieu rural. Et ça peut changer beaucoup de choses quand même dans nos pays africains, quand même c'est assez important. Donc tout part déjà de la méthodologie. Après cette méthodologie, ce qu'il faut noter, c'est que chez nous à IRSOA, en toute humilité, on fait appel à des experts. On se dit oui, c'est bon, on sait comment ça se passe, on connaît les différents types de méthodes, mais on va quand même appeler des experts et le collège des experts ensemble, on va échanger pour essayer de trouver la meilleure méthodologie qui sied à un pays comme le Burkina Faso, dans notre contexte qui n'est pas un contexte européen, qui n'est pas un contexte américain, et on va essayer ensemble de trouver la bonne méthodologie. Après cette phase qui dépend de nous, il y a l'autre phase qui ne dépend pas de nous. C'est laquelle? C'est les opinions de ceux qu'on interroge. Ils peuvent nous donner de fausses informations. D'où pour nous la grâce aussi divine. Parce que si on appelle M. Vaha, on l'interroge, il nous dit qu'il va voter Zéphiré et puis à la fin il va voter Roch. Vous voyez que ça fausse déjà quelque chose. Voilà, donc ce qui dépend de nous, on le fait très bien. Et maintenant, ce qui dépend de l'autre, on s'en remet à la grâce de Dieu. D'autant plus que si vous voyez, par exemple, cette année, notre dernier sondage, on l'a fait du 9 au 10 novembre. Et les élections, c'était jusqu'au 22 novembre. Vous voyez qu'entre le 10 et le 22, il y a quand même un écart. Beaucoup de choses peuvent se passer et puis quelqu'un va aller changer son opinion après parce qu'il y a eu un événement donné, il y a quelque chose qui s'est passé, je n'ai pas aimé, donc je voulais voter un tel, mais finalement je ne le vote plus. Vous parlez de méthodologie. Bendré, quand je vous suivais en 2015, vous aviez choisi le porte-à-porte. Et vous avez un procédé par lequel c'est quoi 5 portes et on interroge. Après 5 portes, c'était un peu comme ça et vous avez travaillé sur votre échantillonnage. Je pense qu'en son temps, pour ce qui est de Apidon, pour vous, c'était d'abord aller recueillir des identités et puis après appeler. Exactement. Ça a changé? Non, ça n'a pas changé. C'est toujours la même méthode. C'est toujours la même méthode. Moi, je vais aborder, parce qu'on est vraiment pris par le temps, pour moi, un aspect qui est très important. Je vais commencer avec Bendré. Ça demande de l'argent. Il faut mobiliser des jeunes. Et c'est pas n'importe qui on mobilise, parce que la question de l'enquête, ça demande quand même un background. Il faut être très à l'aise avec un certain nombre d'éléments que demande l'enquête. Comment ça se gère tout ça? Oui, c'est vrai, ça demande de l'argent et on a travaillé à avoir cet argent-là. Ce n'était pas évident. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas pu rebeloter cette année parce que, comme elle l'a dit, c'est un travail méthodique qui demande qu'on fasse appel à beaucoup d'expertise, qui demande un maillage du territoire national et ce n'est pas toujours évident quand on n'a pas suffisamment d'argent. Donc quand on n'est pas sûr des moyens financiers à mobiliser, alors mieux vaut ne pas s'engager au risque de produire des résultats qui ne reflèterait pas évidemment. Et pourtant c'est très important pour le journaliste. Absolument, oui, ces chiffres. Oui, tout à fait. Ça donne de l'information aux journalistes, ça donne matière à réflexion, pas seulement aux journalistes, mais aussi aux analystes, mais en plus aux partis politiques. Et ce que Mme Bozi disait est vrai. Nous l'avons vécu en 2015, lorsqu'on a fait, on en a fait 4, et au début de nos sondages, Zéphiré Diabré était en tête des sondages. Et à l'époque, le MPP nous a
avait rabroué, on a dit qu'on était vendu, on était corrompu, etc. Et au contraire, l'UPC nous amadouait, il disait oui, vous faites un excellent travail, etc. Au deuxième round, quand ça bougeait un peu, ça commençait à grincher des dents, Zéphirin était toujours un peu en tête, suivi du MPP qui avait remonté légèrement la pente. Et puis on disait que bon, ceux du MPP disaient, vous commencez à être proche de la réalité, et ceux de l'UPC commençaient à dire, là où vous allez là, c'est suspect. Et jusqu'au quatrième round, quand le MPP est passé devant, on nous a traité de tous les noms, on nous a dit oui, bon, voilà. Donc ça montre à quel point les gens, c'est en fonction de leurs intérêts que bon, ils apprécient. Et ce n'est pas seulement qu'au Burkina, on a vu aux États-Unis avec Trump en 2016, et lorsque les sondages étaient en faveur de Hillary, ils disaient que c'était n'importe quoi. Mais entre-temps, quand les sondages évoluaient en sa faveur avec les histoires de mail, il a commencé, Trump, à citer les sondages qui lui donnaient des faveurs. Donc c'est relatif, mais les gens doivent savoir raison garder et se dire que c'est une science qui peut avoir ses limites, il faut en tenir compte et puis bon, faire avec, mais ce sont des éléments plutôt qu'ils doivent prendre et puis essayer d'améliorer le travail qu'ils font sur le terrain en espérant qu'ils sortent victorieux. Dernière question à Mme Bozi. Il abordait un point qui était assez important, il parlait de l'UPC avec les affiliés, après ça a changé. Vous avez reçu, c'est une lettre ouverte pratiquement de l'UPC. Bon, comment est-ce que vous pouvez prévoir un coup KO et avec 57%, ça paraissait inimaginable. Oui, ça paraissait inimaginable même pour nous. C'est ce que je disais dans le reportage. Nous-mêmes, on était très surpris des résultats. Et à notre niveau, en fait, nous nous basons sur 3 piliers essentiellement. Déjà, la méthodologie. On essaie d'avoir une méthodologie quand même qui cadre avec notre contexte. Ensuite, nous avons ce que nous appelons la cohérence des données. C'est-à-dire, nous essayons de voir est-ce que les données sont cohérentes. Il y a un ensemble de questions qu'on pose, mais on ne les pose pas au hasard. C'est pour que justement à un moment donné, quand on se rend compte que le chiffre va dans un certain sens, on va aller interroger d'autres chiffres, faire d'autres types de croisements pour essayer de voir est-ce qu'il y a une certaine cohérence dans l'ensemble. Et quand on a fait ces différentes interrogations, on s'est rendu compte que c'était cohérent. La méthode est bonne, les gens nous ont répondu, comme on le dit, avec objectivité. Et nous, on a interrogé après pour voir faire d'autres types de croisements. C'est bon, on se rendait compte que c'était ça. On a dit, bon, on va publier encore et puis on va attendre de voir, il n'y a pas de souci. C'est bien sûr, vous ne travaillez pas que sur du politique, vous avez des sondages que vous faites sur des domaines aussi divers que variés et on espère pouvoir vous revoir pour peut-être mener le débat encore en longueur et en profondeur. Ce sera vraiment intéressant pour nous. Ceci dit, on va passer nous, pour ce qui est de ce JDS là, à un autre élément puisque nous allons parler bourse avec, avec ce que nous avons comme élément de bourse au niveau burkinabé qui fait bien notre fierté, c'est Coris Bourse qui a fêté ses 10 ans. La question du bilan est abordée et puis comment aussi arriver à ces chiffres et à ces performances. Nous allons d'abord avec cet élément. Coris Bourse a 10 ans. Cet instant solennel de coupure de gâteau est une occasion pour les responsables de l'institution de dresser le bilan de ses activités. Un bilan jugé satisfaisant au regard des performances engrangées en une décennie. Coris Bourse a atteint un niveau de développement qui a permis donc de dépasser certaines EGI qui sont nées avant elle et aujourd'hui d'atteindre le niveau d'une EGI de grande classe. Au cours de ces 10 dernières années, Coris Bourse a mobilisé plus de 1300 milliards de francs CFA d'emprunts au profit de l'économie de l'espace UEMOA, dont plus de 50% de ses ressources au profit de l'économie nationale. Coris nous a accompagnés en tant qu'arrangeur et chef de file pour des opérations de levée de fonds. Et pour ces 4 dernières années, nous avons sollicité Coris Bourse pour 4 opérations d'appel public à l'épargne. Et sur un montant attendu de 305 milliards, Coris nous a permis de mobiliser 442 milliards, soit un taux de couverture de 144%. Le défi pour les prochaines années est de maintenir le cap et de chercher ensuite à améliorer les services pour répondre aux besoins de la clientèle, une clientèle qui est déjà satisfaite des prestations de l'institution. Bourse et la Carrefour, c'est une complicité
qu'il y a depuis une dizaine d'années et nous sommes honorés d'être parmi leurs meilleurs partenaires. Avec Coris Bourse, la Carrefour a bénéficié d'un accompagnement en termes de renforcement des capacités. Coris Bourse nous a permis donc de diversifier nos placements à travers les offres boursières qui sont faites. Des placements qui sont très rentables. Et nous avons des taux de rendement autour de 23%. Nous avons également bénéficié de l'ouverture au marché régional grâce à Coris Bourse où nous injectons en moyenne par an autour de 20 milliards. Basé à Ouagadougou au Burkina Faso, Coris Bourse s'étend dans la zone UEMOA à travers les bureaux de liaison de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Togo. Pour les prochaines années, il compte être présent également au Bénin, au Niger et au Sénégal. Ce reportage qui introduit de plein pied les questions essentiellement économiques que nous abordons dans ce journal du dimanche au soir. Et il y a le visage qui incarne cela qui est avec moi, c'est David Nana, spécialiste des questions économiques. David, bonsoir. Bonsoir Geoffroy. Okay. Et on a aussi un grand invité avec nous, c'est bien le directeur général de Coris Bourse, la personne de Yacouba Sarré. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est un plaisir. Merci. J'ai dit c'est le visage, monsieur économie. D'accord. C'est quoi l'actualité avant de venir sur Coris Bourse? D'accord, on y reviendra pour parler certainement de bourse, mais il est bon aussi de revenir sur cette situation qu'a connue l'Afrique de l'Ouest. C'est inédit pour la première fois. Deux pays grands exportateurs de cacao, notamment la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui à travers une campagne médiatique va donc s'acharner sur deux géants chocolatiers américains, notamment Mars et Hershey, pour une prime de $400 qu'on devait verser par tonne de cacao. C'est dit que c'est à peu près un peu plus de 200 000 francs CFA par tonne de cacao. C'est ce qui fait d'ailleurs que le prix du cacao est aujourd'hui approximativement à 1000 francs. Sinon, ça devrait être 825. Et face à ces multinationales, le refus de payer cette prime-là, donc le conseil Café Cacao et puis également Ghana Cocoa Board va saisir donc la presse pour faire une campagne médiatique pour interpeller ces deux géants-là afin de verser, n'est-ce pas, cette prime-là. Bon, une campagne médiatique qui du reste a marché, parce qu'il faut le dire, il y a eu des réactions juste après cela. Mars qui déjà s'est annoncé pour s'acquitter et puis tout récemment vendredi on a vu les levées des sanctions qui ont été faites par rapport à SE également qui s'engage à payer n'est-ce pas cette prime là. Il faut dire aussi le contexte dans lequel où a été instaurée cette prime. Vous savez que comme on le dit malheureusement sous nos cieux les plus gros artisans ne sont pas forcément les mieux rémunérés. On a le planteur qui fait tout et qui fait sortir la matière première mais qui au final se retrouve avec presque rien. Donc on fait un plaidoyer pour lui octroyer n'est-ce pas ces 200 francs sur le kilogramme. Et donc si ces multinationales refusent de payer, voyez un peu ce que ça fait. Parce que comme disent les chiffres, 100 milliards d'euros, c'est à peu près 65 000 milliards de francs CFA que génère le marché n'est-ce pas, du cacao chaque année. Mais tenez-vous bien, sur ces 65 000 milliards, il y a seulement 3 500 milliards qui reviennent aux producteurs du cacao du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Eux qui représentent les 2/3 du marché mondial. Bon, fort heureusement, le dénouement, je dirais qu'il est heureux. On arrive à s'accorder, on finit par accepter de payer cette prime-là pour le bonheur, n'est-ce pas, de nos planteurs. Bon, il y a le revers de la médaille aussi. On est en économie. Parfois, quand on insiste sur ces questions, bon, le marché peut baisser un tout petit peu parce que vous savez que quand on demande des primes comme ça, c'est le pouvoir d'achat qu'on diminue aussi. Donc, on attend de voir, comme dirait l'autre. Et ce qui est intéressant, on a un monsieur de la bourse sur ce plateau, alors que quand on parle de cotation, de variation sur le marché international, c'est ces messieurs-là qui sont derrière. N'est-ce pas? Et on va aussi s'intéresser évidemment à ces performances-là en 10 années qui sont très intéressantes d'ailleurs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation quand on sait que c'est beaucoup bousculé à votre niveau. D'ailleurs, les chiffres le disent. Geoffroy, Coris Bourse, c'est en termes de certification, c'est leader. En termes de classement des performances, c'est le 3e de la sous-région. Et puis également, en termes de jeunesse, c'est seulement 10 ans et c'est à peu près 1400 milliards de francs CFA récoltés au profit mobilisés au profit d'entreprise. C'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, c'est une performance et moi j'ai tout de suite envie de demander au directeur général quel est le secret qui se cache derrière, n'est-ce pas, cette performance-là. Merci. Bien, écoutez, c'est clair qu'après 10 ans de parcours sur le marché financier régional, il nous a paru nécessaire de faire un moment donc de repli, d'analyse
et de voir le parcours pour tirer un peu, si vous voulez, les bilans de ce 10 ans de parcours sur le marché financier régional. Il est sans doute honorable ce parcours, mais ce que nous avons retenu, en tout cas à écouter nos partenaires, c'est que nous puissions garder le cap de l'amélioration continue dans ce que nous faisons au quotidien, et nous pensons que nous allons garder cette dynamique-là afin toujours d'accompagner les acteurs économiques au quotidien pour le bonheur, en tout cas, du monde économique de la nation et de la sous-région dans son ensemble. On sent bien que M. le directeur, il est très stratégique, il ne veut pas dévoiler son secret de travail, c'est pas bien grave, on va s'atteler là. Bon, de façon générale, dans le milieu, on dit que la bourse, c'est le lieu, n'est-ce pas, des transactions en ce qui concerne les titres, les primes, les titres financiers, notamment les actions, les obligations, tout cela. C'est la définition qu'on pourrait donner comme ça dans le milieu. Mais pour le citoyen lambda qui nous suit, quelle définition il pourrait retenir de la bourse et quel est le rôle d'une société de gestion et d'intermédiation comme Coris Bourse? Non, ben, vous l'avez tantôt indiqué, Coris Bourse est une société de bourse. Alors, à l'image de ce que c'est qu'une banque, il faut savoir qu'une société de bourse est une société agréée par l'autorité qui est le gendarme du marché financier régional, qui s'assure que les activités de bourse qui sont menées au sein de la société sont conformes à la réglementation. Déjà, c'est une base de confiance, d'assurance pour tous ceux qui viennent vers nous. Alors, ce que nous faisons au quotidien, c'est vrai, c'est de confronter l'offre et la demande de ce que nous appelons les valeurs mobilières. Qu'est-ce que c'est que des valeurs mobilières? Ce sont des actions de sociétés cotées à la bourse. C'est également des titres de créance qui permettent soit à des États ou à des sociétés de pouvoir lever des capitaux sur le marché financier régional. Donc, c'est ce que nous appelons des obligations ou des bons de trésor. Ça veut dire c'est des instruments de financement, des levées de fonds pour accompagner des projets ou pour, en tout cas, assurer, si vous voulez, le fonctionnement de nos États, de nos trésors, etc. Donc, c'est ce que nous faisons au quotidien et sur la base de l'offre et de la demande. Donc, pour les citoyens, pour me résumer, il s'agit donc de venir vers nous, d'ouvrir un compte comme on ouvre un compte à la banque. Puisque, à partir du moment où vous avez une capacité d'épargne et que vous avez un projet dans l'avenir, dans le temps, de dire oui, écoutez, moi j'ai une capacité d'épargne que je veux placer sur donc les valeurs mobilières. Nous allons définir votre profil de risque. Pour voir est-ce que vous êtes à même de supporter un certain degré de risque ou bien vous êtes fermé au risque, et en fonction de votre profil, nous allons vous proposer donc des instruments qui sont adaptés à votre besoin. Pour dire, si vous avez un besoin qui est d'une durée d'une année, de 2 ans, de 3 ans, nous allons donc constituer un portefeuille de titres, soit donc ces titres-là peuvent être composés d'actions ou des titres de créance, comme je l'ai dit, des obligations ou des bons de trésor qui vont être rémunérés dans la durée et vous permettre à terme de réaliser votre projet. Donc, voilà, c'est ce que nous faisons au quotidien. Et comme je l'ai dit, nous sommes dans une communauté de destin à travers donc l'UEMOA, ce qui permet donc aux capitaux de voyager à travers l'Union. Ça veut dire que quand vous entendez que l'État du Burkina lève à travers un mandat confié à Coris Bourse 100 milliards, 80 milliards, 75 milliards, mais ce n'est pas simplement des acteurs économiques du Burkina qui souscrivent. C'est des acteurs économiques de la sous-région. Donc, quand vous entendez également qu'un État comme l'État de Côte d'Ivoire qui lève, il faut savoir que c'est à l'échelle de l'Union. Donc, ça nous permet également de constituer des portefeuilles, des titres qui proviennent donc de l'Union. Des pays comme du Sénégal, comme le Niger, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, etc. Donc, vous pouvez être au Burkina et avoir des actions de sociétés cotées à Abidjan, au Mali. Donc voilà, donc à travers notre activité, ça vous permet donc d'avoir ces instruments-là comme, je dirais, un portefeuille qui vous permettra donc de réaliser votre projet dans le futur. Donc c'est sur la base vraiment de la loi de l'offre et de la demande. Pour résumer tout simplement, je pense que vous avez demandé tout à l'heure quel a été notre secret. Notre premier objectif a été de briser un peu le mythe de la bourse. Pour que les gens sachent que à partir du moment où vous avez une certaine capacité d'épargne et que vous jouissez de vos droits civiques, vous pouvez nous approcher et détenir un portefeuille de titres. Et ainsi, dans nos livres, nous avons
pratiquement tous les acteurs économiques, que ce soit des acteurs du secteur informel, nous avons des élèves, nous avons des étudiants, nous avons des vendeuses, nous avons des garagistes, nous avons vraiment le monsieur tout le monde. D'accord. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. Voilà l'un de nos secrets. Et en plus, nous sommes organisés pour couvrir naturellement tout l'espace communautaire en termes d'offres de nos services. D'accord. Mais justement, je pense que là, M. Sarré dit quelque chose d'assez intéressant. La perception de la bourse, ce qu'on savait, c'est que bon, ça c'est une affaire de riches, si vous n'avez pas l'argent, c'est pas possible d'y aller. Vous dites que vous avez pu casser ça. Est-ce que vraiment la perception des Burkinabés a changé vis-à-vis de la bourse depuis que Coris est là? Est-ce qu'on a de plus en plus de Burkinabés qui viennent vers vous, des Burkinabés lambda qui viennent vers vous? Non, notre expérience au quotidien, nous avons des messieurs tout le monde qui viennent vers nous. Effectivement, il y a encore travail à faire parce que la perception, vous savez, dans notre culture, la bourse d'ailleurs, c'est encore des choses inaccessibles. On l'entend à travers les médias ou même le langage aussi est compliqué. Bon, le langage, certes, tant qu'on n'a pas le pied à l'intérieur, on s'imagine des choses extraordinaires. Mais nous savons résumer les choses à la portée de tout le monde. Je vous ai dit, sur la base aujourd'hui des applications que nous avons développées, ça permet véritablement à tout acteur économique d'accéder au service de la bourse en étant peut-être à l'intérieur du pays ou hors de nos frontières. Il faut vous dire réellement que nous travaillons en tout cas à faire reculer les frontières de ce mythe qui pense que c'est réservé à une classe d'élite et que non. À travers certaines opérations, nous nous sommes rendus compte effectivement que les gens ont plus en plus accès à nos services par ce canal-là. D'accord. La question que j'aimerais aussi poser, c'était de savoir, j'allais poser la question, mais vu que vous avez déjà répondu avant que je pose, on connaît un peu qui sont vos clients, mais le plus souvent, vous êtes sollicité aussi par les États, n'est-ce pas, de ces pays de l'UEMOA. On a vu récemment avec le Burkina, que sur un besoin de 350 milliards, vous arrivez à lever un peu plus de 400 milliards, donc avec un taux d'environ 140%. Le secret, encore une fois de plus, comment on fait pour avoir la confiance de ces États-là quand on sait qu'on existe seulement 10 ans, il y a seulement 10 ans? Non, le secret est résumé d'ailleurs dans les propos de ceux que vous avez pu approcher. C'est véritablement notre approche, notre professionnalisme et puis notre connaissance aussi du monde des affaires. Donc ça crédibilise. Est-ce qu'il y a du lobbying politique quelque part? Non, absolument pas. La frontière est suffisamment étanche. On ne mélange pas. Quand on parle des marchés des capitaux, c'est un marché de confiance déjà. Donc, pour assurer que celui qui émet, c'est une qualité de signature qu'on apprécie. Et sur cette base-là, on est disposé donc à mettre son épargne au profit donc de l'État ou de l'acteur économique en question. Donc c'est véritablement, je dirais, un travail au quotidien, un travail de proximité et je dirais aussi une connaissance approfondie du monde des affaires qui permet effectivement la réussite des opérations. M. Sarré, 10 années, on a vu le bilan, mais c'est quoi les perspectives maintenant pour Coris Bourse? Les perspectives, nous nous sommes engagés à nous adapter aux évolutions du monde économique. C'est pour vous dire que nous gardons le cap donc, de ce que nous avons fait au quotidien, c'est cette proximité, cette disponibilité à écouter toujours nos acteurs, mais nous anticipons naturellement sur les évolutions de notre monde. Aujourd'hui, le digital a envahi la planète et le moindre rameau aujourd'hui est envahi par tout ce que nous connaissons. Donc nous allons nous inscrire dans cette dynamique-là et pouvoir toujours répondre surtout aux attentes de nos partenaires. Et c'est là la clé du succès. Merci bien, on va dire. Merci à Dr Sarré. Je voudrais poser juste une petite question, parce que vous avez dit aussi que dans votre processus, vous avez aussi un projet, c'est déjà même existant, vous renforcez aussi les capacités, n'est-ce pas, de vos clients en termes de bourse. Est-ce que pour l'avenir, il sera permis à tout citoyen burkinabé de s'adresser à Coris Bourse pour comprendre davantage ce que c'est que la bourse? Oui, effectivement, nous organisons, depuis que nous existons, des sessions de formation et nous réitérirons en tout cas ces sessions année après année. Et nous avons un projet en tout cas dans les mois à venir d'offrir en tout cas à la clientèle une salle de marché ultra moderne qui permettra en tout cas aux citoyens de venir s'imprégner des réalités de la bourse à travers véritablement nos installations que nous apprêtons bientôt à inaugurer.
Donc, merci bien, Monsieur Sarré. Je rappelle que vous êtes donc le directeur de Coris Bourse. On va dire aussi merci. C'est moi qui te remercie. Ah oui, ça a été un plaisir de vous recevoir. Un plaisir partagé. Merci. Voilà. On va parler culture rapidement avec un reportage. On sait que du 3 décembre au 13 se tient le festival Salon Musique au Burkina Faso. Et dans ce cadre, il y a eu donc des débats qui ont été initiés. Et puis l'un des débats sur lesquels nous allons revenir, c'est celui qui a concerné sur le rôle social de l'artiste, et cela a été animé par Dr Rassabaga Ouedraogo, et en voici le point. Quel rôle peuvent jouer les artistes dans le changement social au Burkina Faso? C'est cette question qui a fait l'objet d'échanges entre le Dr Seydou Rassabaga Ouedraogo et les acteurs du monde culturel burkinabé, et notamment les artistes, dans un Burkina Faso en perpétuel changement. Et selon lui, cette implication des artistes passe par la démocratisation culturelle. Une démocratisation qui passe par l'accès à l'éducation culturelle, a laissé entendre le conférencier du jour. Nous devons nous dire que le changement que nous attendons doit être obtenu dans un investissement pour porter une valeur ajoutée à la société par les acteurs de la culture et des arts. Pas simplement dans une perspective revendicative qui est importante pour créer le confort de création, mais dans une perspective d'avant-garde qui consiste à dire c'est pas tout le monde qui va faire ça, mais c'est pas à tout le monde que je m'adresse, et c'est pas tout le monde qui va faire ça parce que tout le monde n'est pas une minorité historique. Mais on a besoin de tout le monde dans un deuxième temps pour venir acter les choses. Les artistes présents à cette conférence publique disent y avoir tiré des leçons et pris conscience du rôle qui est le leur dans la société. Je vais dire que ça m'a beaucoup apporté, parce que ce genre de conférence là, ça nous aide nous les artistes, parce que nous sommes sur le terrain et c'est nous sommes, on va dire, en contact avec le public. C'est nous, on est à même d'écrire des textes, d'avoir des œuvres artistiques pour conscientiser la population, et venir suivre ce genre de conférence, ça nous apporte beaucoup et ça nous aide à nous redirectionner, à savoir vraiment c'est dans quel sens on veut vraiment que notre art soit perçu. C'est toujours bien de savoir l'histoire de comment les choses se font, comment les choses sont en tant qu'artiste. Ça te permet d'avoir une position assez claire et nette par rapport à l'approche, par rapport à la culture et par rapport à la mission dont tu peux t'engager au-delà de la musique, la contribution que tu peux apporter pour que les uns et les autres se sentent concernés par l'impact que la culture peut vraiment avoir sur la population. Le promoteur, lui, se félicite de la tenue de cet échange avec les artistes. Le domaine de la musique reste le domaine le moins, disons, structuré. Et aujourd'hui, comment nous pouvons nous inviter sur les tables de décision, c'est de comprendre les problèmes, de comprendre notre place, de les développer et de pouvoir aller plus loin. Donc cette conférence permet de pouvoir s'identifier, d'avoir des références économiques, politiques et même artistiques sur notre place dans la société. Notons que cette rencontre d'échange est l'une des activités entrant dans le cadre des activités du Festival Salon Musique qui se tient du 3 au 13 décembre 2020. Le Festival Salon Musique, c'est aussi des concerts mobiles et le Maki Manawana qui est un cadre de rencontre d'échange et de partage d'expériences, a indiqué le promoteur. Après cette virgule culture, on parle sport et je reçois Assami Tiamtouré, le visage sport de TuTV. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Geoffroy, bonsoir à tout le monde et ravi d'être sur Sport Plateau. Un plaisir partagé. Et puis en sport, on va parler des Salitas, on va parler de Raimo, ce sont des fortunes diverses. Et puis on va s'intéresser aussi à Mohamed Lamine Ouattara qui a de belles performances. Bien sûr, c'est bien cela, oui. Mohamed Lamine Ouattara, comme vous l'avez dit, le meilleur buteur actuel du championnat national. Évidemment. On va commencer avec quoi? Salitas? Oui, bien sûr. Ok, allons-y. Oui, comme vous l'avez dit, Salitas qui a engagé un coupe de la Confédération africaine de football et qui jouait le tour préliminaire contre Ashanti Gold du Ghana, rappelez-vous, au match aller, qui avait fait match nul au Ghana, 0 but partout. Et là, Salitas recevait cette équipe ici au stade du 4 août, c'était ce samedi. Voilà, donc Salitas qui a fait une bonne sortie en battant cette équipe 2 buts à 0. Je vous propose de voir les 3 buts, 2 buts à 1 plutôt, voilà, de voir les 3 buts de cette rencontre. C'est
c'est un but d'abord marqué en première. Tous les 3 buts d'ailleurs ont été marqués à la première mi-temps. Voilà. Et un but d'abord de Olivier Boissy, une tête plongeante qui cloue la défense d'Ashanti Gold du Ghana. Une belle tête, Geoffroy Baha. Là, on était déjà qualifié puisque un but marqué, puisque le match allait aussi c'était 0-0. Là, on est déjà qualifié. Mais Salitas ne va pas baisser, Salitas va mettre le pied sur le ballon et toujours en première partie, une belle passe dans le dos de la défense pour Omar Kraboré, d'ailleurs qui a été notre invité ce vendredi à l'émission Sport 3, qui a fait une belle passe à Olivier Boissy encore pour le doubler, une belle tête encore. Donc 2 têtes, 2 buts pour Olivier Boissy et Salitas était déjà un peu à l'abri, mais malheureusement, et 1 minute plus tard, les Ghanéens vont réduire la marque. C'est toujours en première partie. Tous ces joueurs en première partie, Geoffroy Baha, ils ont plié le jeu et là c'était une mauvaise sortie du portier qui a créé ce but. Regardez bien sur l'image, le portier qui sort hasardeusement et qui permet à Ashanti Gold de revenir à la marque. Donc pour dire globalement, Salitas a fait une belle prestation. N'eût été ce but donné à l'équipe Ashanti Gold, oui, Salitas allait battre 2-0, mais en seconde période, toutes les 2 équipes ont été complètement méconnaissables puisque Salitas a voulu gérer la victoire et Ashanti Gold qui a tenté à tout prix de revenir à la marque, mais malheureusement Salitas voulait la qualification. Rappelez-vous qu'il y a 2 ans, Salitas était dans la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine, donc il fallait rébelloter et là, vous voyez bien que Salitas se qualifie de belle manière. Et puis comment comprendre, parce que juste 1 minute après, souvent c'est ça, on marque un but, on reste toujours dans la passion, on oublie et puis on se fait rattraper très rapidement, mais ça on se dit c'est un manque d'expérience pour une équipe. Oui, on ne peut pas dire que c'est un manque d'expérience, mais c'est dans l'euphorie. Vous voyez, on marque un but, on est déjà content. Et le deuxième but qui vient vous mettre en confiance, et là vous dites déjà c'est la qualif. Et en ce moment vous baissez un peu de rythme, vous pensez déjà que le match est plié, et dans l'euphorie vous vous laissez surprendre qu'il y aura froid, et c'est ce qui est arrivé. Le gardien de but n'aurait pas dû sortir de sa cage pour attaquer le ballon, puisqu'il y avait encore 2 défenseurs pour le défendre, et là c'est une mauvaise sortie. On paye cash, oui. Voilà. Ça c'était hier. Oui. Et aujourd'hui, il y a eu Raimo, aidez-moi un peu, non, c'est Inyamba. Voilà, avant d'arriver au match de Raimo Inyamba, j'ai parlé de double buteur et Olivier Boissy, qui est le Sénégalais de Salitas. Salitas qui est allé au Sénégal envoyer cet attaquant-là pour, en tout cas, gérer l'équipe, pour mettre l'équipe dans de bonnes rails, puisque Salitas veut jouer la campagne africaine. Donc ce joueur qui est à suivre de près, puisque dans le championnat national il est bien suivi, et là c'est lui qui donne la victoire à Salitas, et aussi il est le premier joueur de Salitas à avoir marqué 2 buts dans un même match en campagne africaine. Donc depuis la création de Salitas, oui, Salitas n'avait pas pu avoir ce point clé là, marquer 2 buts dans le même match, donc un doublé en un match en campagne africaine, ce qu'on n'a jamais vu dans Salitas. Donc je vais vous inviter à écouter Olivier Boissy qui est humble dans ses propos. D'accord, voilà. Écoutons-le. Je peux dire ça va, je suis fier de moi et je suis fier de mon équipe, je suis fier de mes amis. On s'est battu comme il faut, vu la façon. C'était pas facile, mais bon, on a pu décrocher les 3 points. La difficulté au match aller, malgré ça vous gagnez, quelle a été votre force? Au match aller, on a bien joué. Au match aller, on a bien joué, mais on a pu décrocher là-bas le match nul. Lorsqu'on est venu ici, on s'est parlé, même hier, on s'est parlé avec les amis, on s'est tenu une réunion entre joueurs, quoi. On s'est parlé. Ça nous a motivés, ça nous a donné beaucoup de courage pour qu'on puisse gagner ce match. Voilà, beaucoup de courage du côté de Salitas, qui en tout cas est qualifié pour le prochain tour, le premier tour d'ailleurs de cette coupe de la Confédération africaine de football. On souhaite bonne chance à cette équipe. Ça c'était le bon point. Ouais. Mais il y a celui qui n'a pas engagé de bons points aujourd'hui. C'est bien l'équipe de Raimo. Oui, Raimo engagé en Ligue des champions africaine, qui a fait, on va dire, une bonne et mauvaise sortie aujourd'hui, puisque ce soir même, du côté du Nigeria, Salitas rencontrait Inyamba, et malheureusement un match nul, c'était un bon point à prendre, mais malheureusement ici à Ouagadougou, Salitas et Raimo plutôt, excusez-moi, avait déjà perdu 1-0. Voilà, c'était la semaine dernière, et cette défaite vient plomber le match nul au Nigeria. Voilà, un but marqué à l'extérieur, ça allait être très bien pour Raimo, mais malheureusement la défaite à Ouagadougou fait que cette équipe n'ira pas plus loin que le tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Raimo dans le championnat national n'est pas
pas très bien classée également, donc ça va être un peu difficile pour cette équipe-là de pouvoir ressortir en campagne africaine l'année prochaine, et sauf si Raimo remporte le championnat national ou remporte la Coupe du Faso. Voilà, donc on peut dire que c'est une saison qui est un peu biaisée déjà, parce que Raimo, on comptait beaucoup sur cette équipe, puisque même le fondateur Raimo Drago a fait venir des expatriés au sein de l'équipe pour apporter beaucoup d'expérience, apporter beaucoup de vivacité aux joueurs. Et il a des préparateurs physiques, des blancs, je vais dire, voilà, qui sont là. Donc on pensait que Raimo allait pouvoir tirer son épingle du jeu, mais malheureusement c'est une grosse équipe que Raimo croise, cette équipe même qu'il a croisé l'année dernière, rappelez-vous, à Ouagadougou ici, c'était un match d'un peu partout, et au match retour, Raimo qui perd face à cette même équipe 5-1. Voilà, donc c'était le faux pas. C'était le faux pas, voilà. Donc cette même équipe, on l'a croisée en deux saisons. Donc c'était des équipes qui se connaissaient. Malheureusement, Raimo qui s'arrête au tour préliminaire de la Coupe de la Ligue, de la Champions League africaine. Voilà, on va écouter d'ailleurs l'entraîneur de Raimo, Diafar Lengane, qui a parlé après ce match. C'est une stratégie qu'on a mis en place pour les amener à s'énerver. Si vous avez remarqué, lors de la première période, vous avez vu que le public était remonté contre les joueurs, le banc était remonté contre les joueurs. C'est ça, on voulait les amener à l'énervement et ensuite maintenant faire notre jeu. Au moment où on s'apprêtait maintenant à faire le changement, et c'est là qu'on a pris le but toujours sur un coup de pied arrêté. Je pense que c'est là-bas que notre plan, nous allons encore travailler encore davantage sur les coups de pied arrêtés pour ne pas prendre des buts sur les coups de pied arrêtés. Nous avons bien travaillé, le bloc était très bien en place, le poussement c'est bien fait, mais c'est sur les coups de pied arrêtés on pêche toujours. Je pense qu'on va encore travailler encore sur ces aspects-là et remonter encore le moral des enfants. Voilà, que nous on n'a pas d'humilité, il y avait la place pour se qualifier, ça c'est vrai. Les 30 dernières minutes on a pris le match en compte. Donc je pense que si on continue comme ça, voilà, on pourra, notre mot a dit, dans le championnat du Burkina Faso, pourquoi ne pas être champion et puis revenir encore. Ça fait 2 ans d'expérience. Voilà, des ambitions pour Raimo qui pense en tout cas remporter le championnat national pour revenir. Sinon, pour le moment, c'est Salitas qui est toujours engagé en campagne africaine. Donc, le seul représentant à présent pour le Burkina Faso. C'est Salitas. Voilà, c'est Salitas. On revient donc au championnat national justement. Le Faso Foot qui était à sa 14e journée et on a choisi de parler du meilleur buteur, Mohamed Lamine Ouattara. Quand on dit Mohamed Lamine Ouattara, beaucoup connaissent ce joueur-là pour avoir marqué beaucoup de buts cette saison. Actuellement, il est à 13 buts et on est à la 14e journée, sans oublier qu'il a raté deux journées puisqu'il était en sélection avec l'équipe nationale qui est allé au Malawi pour jouer. Il reste encore 20 journées et lui il en est déjà à combien? À 13 buts. 13 buts? Oui. Ah mais ça c'est une performance. Oui, une performance pour Mohamed Lamine Ouattara qui pour cette saison a fait 5 doublés. 5 doublés, ça veut dire dans chaque match il marque 2 fois. Donc il y a eu 5 matchs où il a marqué 2 fois de suite. Est-ce que vous voyez? Donc Mohamed Lamine Ouattara est actuellement compté parmi les tops du championnat national depuis, si on veut faire le classement depuis belle lurette, puisqu'on n'a jamais vu un joueur du championnat national qui a atteint la barre des 13 buts avant la mi-saison. L'année dernière, on était à la base des 15 buts toute la saison et c'était Assami Sansanda qui évoluait au RCB qui a marqué 15 buts dans tout le championnat national. Et cette année, Mohamed Lamine Ouattara qui a déjà 13 buts alors que la mi-saison, il reste encore 3 journées à jouer. Donc si on calcule bien, il peut atteindre les 15 buts, le record de l'année dernière. S'il marque toujours ses 2 buts. S'il marque toujours ses 2 buts. Voilà, donc avant la mi-saison. Donc Mohamed Lamine Ouattara, on a choisi de montrer 2 buts qu'il a marqués contre le RCK, c'était à la 14e journée. C'est d'ailleurs ses 2 premiers buts du retour de la sélection. Je vous invite à voir ces buts. C'est magnifique ce joueur-là. Vous regardez bien son déplacement. Voilà, vous allez voir que ce joueur, il est fantastique. Ici déjà, projeté dans le 2 de la défense également. Il une bonne lecture du jeu. Oui, une bonne lecture. Mohamed Lamine Ouattara qui venait d'ouvrir la marque ici au stade Issoufou Joseph Colombo. Le 2e but va suivre puisque ce joueur, c'était un renard de surface. Il s'est marqué
les buts. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il ne sait que marquer les buts et pour cette saison, il espère en tout cas dépasser la barre des 15 buts comme on l'a souhaité. Et la petite anecdote, c'est en sélection où on l'a promis, un joueur, Razak Traoré, qui l'a promis de lui donner 1 million de francs CFA s'il arrive à marquer 15 buts avant la mi-saison. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin, il le sait et il a ça en tête. Voilà, donc il repart encore pour le deuxième but. Là, il a été passeur pour un coéquipier. On lui remet le ballon et il marque le deuxième but en seconde période. Vous voyez comment ce joueur-là peut être magnifique dans un match. Et il est devenu la star de tous les supporters. Quand on vient poursuivre AS Sonabel, c'est comme si on suivait Mohamed Lamine Ouattara, qui en tout cas est un joueur à suivre de près. Il y a le Chan qui va jouer en janvier, il y a les étalons qui vont jouer en mars encore, donc c'est un joueur qu'il faut beaucoup compter parce que il le montre, il le démontre à tout moment qu'il sait jouer au football et qu'on peut compter à tout moment sur lui. Évidemment. Puisque en sélection, c'est très rare qu'on sélectionne un attaquant. Et Kamou Malo fait confiance à ce jeune et c'est de bon augure pour la suite. Et on espère bien que ce sera donc pour le meilleur pour lui et qu'il pourra empocher ses millions. Ça, bien sûr, on le souhaite puisque... D'accord. Merci bien, Assami. Je vous en prie de passer sur ce plateau. Et puis c'est d'ailleurs avec vous qu'on va terminer ce JDS, journal du dimanche soir. Journal que j'ai pris plaisir à présenter. Et on se retrouvera ainsi chaque dimanche pour analyser, présenter, décrypter cette actualité qui est aussi plurielle, diverse que variée. C'est terminé pour le JDS d'aujourd'hui. Merci d'avoir été de nôtres et bonne suite de programme toujours sur True TV.